Nous voici à la partie numéro 5, comprendre l'influence des médias. Un média, c'est bien sûr tout ce qui orbite autour de vous, qui vous informe, vous désinforme, vous entretient, vous amuse, peu importe, tout ce qui orbite autour de vous. On voit que lorsque on les consomme, ça peut influencer notre pensée critique. On peut en être influencé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un peu le tour de tout ce qui peut influencer ta pensée critique. Et donc, on va les définir et on va donner, bien sûr, des exemples qui pourraient influencer cette pensée critique. Commençons d'abord avec les fameux médias sociaux. Alors, vous les connaissez bien, hein, les médias sociaux sont ce que vous connaissez, que vous consommez, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter et d'autres, il y en a plein, Ask et j'en passe. Il y en a même qui se créent régulièrement. D'autres sont plutôt consommés par des personnes de votre entourage ou peu importe. Alors, la définition, ce sont des médias Internet qui identifient leurs usagers et leurs relations sociales pour un contenu personnalisé, contrairement à la radio, télévision, journaux, qui diffusent le même contenu pour tous. Ça veut dire que le contenu que tu as, il est personnalisé, il est conçu avec un algorithme pour que lorsque tu le consommes, il se répète et te montre ce que tu as envie de voir parce que tes goûts, tout cela va être enregistré dans un algorithme et va faire en sorte que tu seras, dans un certain sens, toujours sollicité au contenu qui va te ressembler. Alors, le problème ici, c'est que le média social fait en sorte que c'est très dur de contrôler tout ce qui se retrouve parce que tout le monde peut partager du contenu. Et les gens ne sont pas tous nécessairement très critiques, ne sont pas tous nécessairement très informés lorsqu'ils partagent du contenu. Alors souvent, on a la misère à s'y retrouver avec une surcharge d'informations. Deuxièmement, comme je viens de le dire, les algorithmes sont là qui fait en sorte que tu ne vois pas la variété de sources et on t'enferme avec des gens qui, dans un certain sens, ont les mêmes goûts que toi. Alors, tu n'es jamais confronté à la différence ou très rarement, ce qui fait en sorte qu'aussitôt que tu l'es, ben là, tu as des risques de conflit de gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec d'autres parce qu'ils ne sont jamais confrontés à la différence. Alors, ils sont jamais confrontés à la critique. Et aussi, troisième truc, c'est que la parole est donnée à tous de façon démocratique et on voit l'apparition de pseudo-experts. Ça veut dire que des gens se autoproclament experts dans un dossier et bien sûr, les autres qui ne sont pas nécessairement au courant de tout vont leur faire confiance. Et c'est pour ça que des fois, on voit apparaître des théories de conspiration, des gens qui affirment des choses sans aucun fondement, mais qui vont obtenir une crédibilité parce qu'ils ont un auditoire. Alors voilà pour les médias sociaux, on pourrait en parler amplement, mais bon, le temps file, alors continuons. Nous avons aussi le populisme. Le populisme est un discours qui s'adresse aux classes populaires, mais qui est fondé sur uniquement critiquer. On critique le système, on dit que tout est mauvais. Alors, le problème avec le populisme, c'est que une critique, c'est bien, mais quand tu n'apportes aucune solution, ben, ça fait en sorte que ça réduit la pensée à seulement critiquer sans tenir compte d'une problématique ou d'essayer de trouver des solutions. Alors, ça contribue à augmenter le cynisme et comme ça, les gens ne croient à plus rien. C'est comme dire, voilà, c'est fini, on n'a rien à faire, tout est foutu. Alors, le problème avec le populisme, c'est que souvent, on l'utilise sans apporter nécessairement des solutions. Okay? Bon, voilà. Poursuivons maintenant avec la propagande. La propagande, c'est comme une espèce de concept qui, on utilise plusieurs techniques pour persuader, influencer des gens d'une idée, une opinion, une idéologie, tout ça en essayant de susciter une émotion pour charmer les gens et les faire en sorte qu'ils embarquent sur quelque chose qu'on veut leur donner. Des fois, c'est volontaire, des fois, ce ne l'est pas. Mais la propagande, on la voit partout. On la voit dans la culture, le sport, etc. Et tout cela via les médias sociaux, la télévision même, les publicités, les slogans, tout ça fait en sorte de nous influencer. On s'en rend pas compte, c'est très très sournois, mais on finit par réfléchir de la même façon que d'autres. Pourquoi? Parce qu'on a été victime de la propagande. Même des fois,
on est victime de la propagande, même à l'intérieur de nos propres maisons, parce que, veut pas, tout être humain tente d'influencer l'autre, et parfois, ben justement, on perpétue nos propres connaissances, stéréotypes, peu importe ce que vous voulez, à travers nos enfants qui, eux, vont réfléchir comme nous. Alors, des fois, la propagande, elle peut être tout à fait naturelle, mais elle peut être aussi à la fois dangereuse, surtout si la personne qui transmet sa vision est quelqu'un dérangé ou peut-être raciste ou autre chose. On a également ce qu'on appelle les omissions médiatiques. Okay? Comme on a une surcharge d'informations, on n'est pas en mesure de tout donner comme information. Alors souvent, on oublie, on ignore de couvrir un sujet, etc. On réduit l'importance du sujet, que ce soit volontaire ou pas. Des fois, on ne voit pas passer. Alors, on va carrément ignorer une nouvelle. Et souvent, nos médias le font. On évite de parler d'un dossier parce qu'on pense que ça ne va pas intéresser les gens. Le seul problème, c'est que ça fait en sorte qu'on perd une variété dans les nouvelles, puis on a un faux sentiment de connaître l'actualité. On se dit, ah ben finalement, on connaît tout. Ça y est, on est au courant de tout. Et justement, on ne connaît pas tout, et ça nous donne un faux sentiment de connaître l'actualité. Ou bien, on en est conscient de la mission médiatique, mais on en est tellement conscient qu'on décide de tout jeter au vidange. Ça, c'est l'autre extrême. Souvent, des gens vont se dire, ah ben ça y est, les médias sont des menteurs, ils ne nous montrent pas toute la vérité, ça y est, je n'écoute plus rien. Alors, des fois, c'est aussi un problème, parce qu'il faut un juste milieu. En parlant de juste milieu, une omission médiatique, ça veut dire qu'on omet de mettre des choses, de montrer des choses, et on a aussi surmédiatisation. Ça veut dire que là, c'est l'inverse. On va prendre un sujet, puis on va tellement l'exploiter, ça sera infini. On va tellement en parler, on va couvrir une nouvelle sous tous les angles, avec des détails peut-être insignifiants. Les meilleurs exemples sont les sports, la vie de gens célèbres ou même une période électorale. On va couvrir un dossier en écœurer les gens, ok? Et même réflexe, c'est que ça va, tout comme l'émission médiatique, ça va vous donner un faux sentiment de connaître l'actualité parce qu'on va croire que ça y est, on est bien informé, ou bien on va perdre la confiance envers les médias parce qu'on se dit, coudonc, ils ne couvrent qu'un seul dossier et omettent de parler de d'autres choses. Alors, c'est malheureusement des réflexes que nos médias utilisent et nous, en tant que citoyens, il faut essayer d'être à l'affût et comprendre ces phénomènes-là. Il y a aussi ce qu'on appelle le sensationnalisme. Le sensationnalisme, c'est les médias qui utilisent souvent des nouvelles, des images pour en soutirer le plus possible de passion, de sensation chez les gens, parce qu'ils savent que c'est vendeur. Alors évidemment, lorsque on va prendre des nouvelles insignifiantes, puis on va les mousser, les montrer à quel point elles sont drôles et sympathiques, ben souvent, ben, oui, ça va se vendre, mais le problème, c'est que les médias vont perdre de leur prestige parce qu'elles vont stimuler l'abrutissement de la population. La population va se concentrer sur des nouvelles niaiseuses, insignifiantes, et ça, malheureusement, ça fait en sorte que les médias perdent un peu de la cote. Alors, autant il peut y avoir des nouvelles intelligentes, comme à côté, une rubrique insignifiante, stupide, qui va faire en sorte que certaines personnes vont considérer que les médias ne sont plus là pour nous informer, sont là uniquement pour nous divertir. D'ailleurs, nous divertir, on y parle dans quelques instants. On a aussi les experts. Souvent, lorsqu'on écoute des nouvelles, on invite dans un panel, on invite dans une émission une personne ou un groupe de personnes qui connaissent, qui ont des connaissances quand même bonnes dans un domaine quelconque. Et ces gens-là arrivent comme s'ils étaient des experts, que ce soit dans le domaine médical, pharmaceutique, politique, sportif, économique, financier, judiciaire. Alors, ces gens-là sont des experts, ils ont des connaissances, mais le seul problème avec la pensée critique, c'est souvent, ces experts, parfois, ils s'autoproclament experts et des fois, on n'a pas nécessairement toutes les vérifications et il y a des gens
qui leur font confiance à 100% sans même pas prendre le temps de douter un peu et de remettre en question sur ce qu'ils disent. On le voit souvent dans le domaine médical, dans le domaine scientifique. Des gens s'autoproclament scientifiques. Mais c'est quoi un scientifique? Tu as un carnet qui dit je suis scientifique, qu'est-ce que ça prend comme processus? Et donc, souvent, des gens s'autoproclament experts. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur faire confiance. Il faut juste avoir toujours à garder l'œil ouvert et pas embarquer sur absolument tout ce que nous dit quelqu'un qui s'est autoproclamé expert. Donc, il faut faire attention. Ensuite, nous avons le divertissement dans les médias. Le divertissement, c'est bien sûr, ça nous permet de nous occuper nos temps libres, de nous amuser, détourner nos préoccupations. Et ça, dans les médias, on en voit, le sport, la musique, le reality show, etc., etc. Le problème avec la pensée critique, ce n'est pas le fait qu'il existe, c'est qu'il y en a juste trop. Okay? Le public prend tellement de temps à se divertir qu'on ne prend pas le temps de regarder les enjeux de la société, de l'actualité. Alors ça peut être un danger pour la pensée critique parce que on est tout le temps en mode divertissement. Et ça, c'est un problème parce que ça nous met dans un état où plus rien n'est important parce qu'on est seulement concentré à nous amuser. Un peu comme un enfant qui ne pense qu'à jouer. Ensuite, nous avons les sources utilisées dans les médias. Okay? Des fois, comme les experts, on a des statistiques, des sondages, des experts, des intellectuels, des analystes, des chroniqueurs qui viennent nous parler. On leur fait confiance. On se laisse influencer, mais pensée critique, il faut toujours essayer de garder à l'œil qu'il faut en tout temps avoir un peu d'esprit critique. Et c'est là qu'on arrive aux trois peut-être attitudes qu'il faudrait avoir: se méfier, bien le scepticisme, prendre position et également comparer. Ce sont trois si on veut, comportements à avoir pour améliorer sa pensée critique. Okay? D'abord, refuser d'admettre quelque chose sans examen critique, prendre le temps d'observer autour, que ce soit les médias, politiciens, experts, et avoir la nuance. Avoir la nuance, mais pas non plus tout remettre en cause. C'est avoir des nuances, se poser des questions. Ensuite, il y a prendre position et défendre ton opinion, okay? Mais en ayant en tête que l'opinion des autres existe. Souvent, les gens s'enferment sur « j'ai raison, j'impose ce que je crois ». Tu as ton argumentaire, mais tu n'écoutes aucunement les autres. Alors, prendre position permet à l'individu de travailler à construire un argumentaire basé sur des faits, des analyses, des sources et, très important, d'une vision qui tient compte de l'opinion des autres. On ne naît pas avec la vérité. Alors, il faut absolument tenir compte de l'expérience des autres, sa propre expérience, et faire le poids. Et des fois, accepter de dire « Ok, je n'avais pas vu ça tel quel » et accepter qu'on a eu peut-être tort à un moment donné. Finalement, comparer, mise en relation de deux réalités appartenant à deux champs sémantiques différents, mais partageant des points de similitude. Ça veut dire quoi? Ben, c'est dans un certain sens mettre en relation deux réalités qui sont de deux parties différentes, que ce soit la tienne versus celle d'un autre, constater les réalités différentes de la nôtre et ouvrir son esprit à la critique. Accepter qu'on n'est pas maître de la vérité. Alors, quand on applique ces trois principes-là, on est capable de confronter tout ce qu'on voit ici, que ce soit médias sociaux, les discours, comment nos médias nous cachent entre guillemets des choses, que ce soit volontaire ou pas, à quel point les médias nous montrent trop de choses sur un dossier quelconque, à quel point les médias nous présentent des affaires basées sur les sensations ou les divertissements, qu'on soit soumis à des experts ou des sources utilisées, tout cela, ben, on en est un peu mieux préparé à les critiquer, puis prendre position de façon intelligente tout en comparant notre perception à celle des autres. Et voilà.